Imaginez une nation sortie victorieuse d'une guerre mondiale, mais incapable de s'asseoir à la table des vainqueurs. Un pays libéré mais brisé, ses villes détruites, son économie effondrée, ses colonies fragilisées. En 1945, la France est humiliée. À Yalta, les grands de ce monde se partagent l'avenir. Les États-Unis, l'URSS, le Royaume-Uni. La France, elle, n'est même pas invitée. Pour beaucoup, c'est la preuve que l'Hexagone est condamné au second rôle, une puissance moyenne, dépendante, marginalisée, mais certains refusent cette fatalité. Dans l'esprit de Charles de Gaulle et de ses proches, une idée s'impose, une conviction implacable. La France doit retrouver sa place parmi les grandes nations, et pour cela, elle doit posséder l'arme absolue, celle qui a transformé Hiroshima et Nagasaki en cendres, celle qui impose le respect à l'ennemi comme à l'allié, la bombe atomique. En 1946, Paris crée le Commissariat à l'énergie atomique, un organisme officiel, un symbole de modernité. Officiellement, il s'agit de bâtir une filière civile, produire de l'électricité, assurer l'avenir énergétique de la nation. Mais derrière les discours se cache une ambition plus sombre. La bombe. Le problème est immense. La France n'a rien, pas d'argent, pas d'uranium, pas de technologie. Pas de palais. Les États-Unis verrouillent leur savoir. Le McMahon Act de 1946 interdit tout partage. Les Soviétiques refusent tout échange. Les Britanniques dépendent de Washington. Paris est seul, seul contre tous. Alors, il faut inventer, contourner, improviser. Les premiers laboratoires fonctionnent avec des moyens dérisoires. Du matériel de récupération, des équipes réduites, un secret total. En parallèle, la République se tourne vers son empire colonial. En Afrique, des mines d'uranium sont ouvertes à la hâte, au Niger, au Gabon, en Centrafrique. Des milliers de travailleurs africains extraient le minerai à main nue, sans combinaison, sans masque, sans protection. Beaucoup tomberont malades, mais leurs souffrances resteront invisibles, cachées derrière le secret défense. Chaque progrès est couvert d'un voile de mensonges. Le gouvernement parle de indépendance énergétique, mais la véritable indépendance, celle qui obsède les militaires, c'est l'indépendance nucléaire. Dans l'ombre, la France prépare déjà sa revanche. « 1954, la guerre d'Algérie éclate. Dans le silence, Paris choisit son terrain d'essai, le Sahara. Le 13 février 1960, à Reggane, le désert s'embrase. Nom de code, gerboise bleue. Puissance, 70 kilotonnes. 4 fois, Hiroshima. La France rejoint le club nucléaire. Mais le prix est terrible. Des soldats envoyés observer l'explosion, sans protection. Des villages touaregs recouverts de poussière radioactive. Des troupeaux morts, des puits contaminés. De 1960 à 1966, 17 essais. À Heinecker, en 1962, un essai tourne au désastre. La montagne cède, un nuage radioactif s'échappe. Des centaines d'hommes contaminés, ministres compris. Le Sahara devient le laboratoire de la bombe. Et un cimetière invisible. L'Algérie devient indépendante. Paris doit trouver un nouveau terrain. Direction le Pacifique, à 15 000 km de la métropole, les atolls de Mororoa et Fangataufa. De 1966 à 1996, 193 essais. Des explosions gigantesques, visibles à des centaines de kilomètres, puis des tirs souterrains creusés dans les coraux fragiles. Les conséquences sont effroyables.
des milliers de Polynésiens employés par l'armée. Exposés aux poussières radioactives, les cancers explosent, les lagons paradisiaques deviennent des pièges mortels. Pendant des décennies, Paris est nié. Les victimes sont ignorées, les documents classés, secret défense. En 2021, une enquête révèle la vérité. Près de 90% de la population polynésienne a été exposée. Le paradis a été transformé en bombe à retardement. Pourquoi la France a-t-elle pris ce risque colossal? Parce que l'arme nucléaire n'est pas qu'une arme, c'est un outil politique. Dès les années 1960, une doctrine s'impose, la dissuasion. 3 piliers, sous-marins lanceurs d'engins, missiles sol-sol, bombardiers stratégiques. Même en cas d'attaque massive, la France pourra riposter. La capacité de seconde frappe, le cœur de la stratégie nucléaire. Mais cette puissance a un coût. Chaque année, 6 à 7 milliards d'euros engloutis. Plus de 300 milliards depuis 1960. Des milliards qui manquent ailleurs, dans les hôpitaux, les écoles. La transition énergétique. Aujourd'hui, une autre bataille continue, celle des victimes. Au Sahara, en Polynésie, des milliers de vies brisées, des cancers, des malformations, des générations marquées par l'ombre invisible des radiations. Une loi d'indemnisation existe, mais moins de 2000 victimes reconnues. Alors que des dizaines de milliers de dossiers s'accumulent, les associations parlent d'un scandale d'État. La France refuse d'assumer pleinement son héritage nucléaire. Et en 2025, la question reste brûlante. La force de frappe existe toujours. 4 sous-marins nucléaires patrouillent en permanence dans les océans. Des missiles modernisés sont prêts à frapper. Un arsenal de près de 300 têtes nucléaires place encore la France dans le club très fermé des grandes puissances. Mais derrière l'apparente grandeur, la réalité est plus fragile. Le budget de la dissuasion dépasse désormais 7 milliards par an. Dans une France endettée, contestée, vieillissante, chaque euro consacré à la bombe manque ailleurs. Pendant ce temps, le monde change. La Russie brandit sa force atomique en Ukraine. La Chine investit massivement dans de nouvelles technologies. Les États-Unis modernisent leur arsenal à une échelle inégalée. La France, elle, conserve son rang, mais elle ne grandit plus. Son arme nucléaire la protège, mais elle l'enferme aussi dans un choix coûteux. Un choix qui limite sa marge de manœuvre face aux nouvelles menaces. Climat, économie, cyberattaque, intelligence artificielle. La bombe a donné à la France l'illusion d'être éternellement une grande puissance. En 2025, elle reste redoutée, mais de plus en plus isolée. La force de frappe est une fierté, mais elle est aussi devenue une malédiction. Un héritage qui maintient la France dans le passé, au lieu de la préparer à l'avenir. Les coulisses du pouvoir.